Donc bonjour à toutes et à tous, merci Corben, j'espère que vous irez le voir demain, parce que sans lui j'aurais pas eu de mes slides. On va parler podcast, parce que les podcasts c'est quand même formidable. Tout le monde en parle, donc c'est que ça doit forcément être cool, nécessairement. Et aujourd'hui on va parler des mythes et de la réalité des podcasts. Et en fait, quand je fais cette présentation en général, la première question qu'on me pose, c'est quoi un podcast ? Alors déjà, j'aimerais savoir dans la salle qui est présente. Est-ce que vous êtes, combien il y a de marques, de personnes de marque ou d'agences ? Quelques-uns. Des podcasteurs ou podcasteuses ou blogueurs, blogueuses, influenceurs. D'accord. Ou des gens qui veulent créer un podcast simplement. D'accord. Juste pour que je puisse adapter à peu près le discours. Donc la question qu'on me pose généralement, c'est quoi les podcasts ? Et ça commence comme ça, s'il y a le son. Non, bah vous n'avez pas le son. Bon, il y a le son de l'ordinateur. Je veux dire, c'est en format vidéo avec Norman, Cyprien et Natou, quoi. Voilà. Sacrilège, Non, mais non. non, mais les podcasts, c'est pas de la vidéo, c'est de l'audio. Merci. Je suis malheureux, mais je vais faire sans le son. Donc les podcasts, c'est pas de la vidéo. En fait, il y a un podcast, c'est quoi ? C'est un fichier son que vous uploadez quelque part, qui se diffuse sur globalement, et je vais expliquer comment, l'intégralité des plateformes, et qui est disponible. Donc vous écoutez un peu quand vous voulez. En gros, c'est ça. Il y a deux typologies de podcasts. Il y a ce qu'on appelle du replay radio. Donc quand vous écoutez France Inter, Europe 1 ou je sais pas trop qui. En replay sur un podcast. Et puis, il y a ce qu'on appelle les podcasts natifs, avec trois typologies de personnes qui font des podcasts natifs. Il y a Apple, Spotify, il y a des studios, et puis il y a des indépendants. Donc voilà. Moi, ça fait 15 ans que je crée du contenu sur le web. J'avais un blog pendant toute une période, que j'ai toujours d'ailleurs. Je fais beaucoup de SlideShare. Mon job, c'est du marketing. Et en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Vlan et qui commençait comme ça. Vous n'allez pas avoir le son, mais vous allez l'avoir un petit peu, mais pas beaucoup. Qui commençait comme ça. Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Et en fait, Vlan, à l'origine, c'était un podcast de marketing. Parce qu'en fait, c'était mon métier, enfin c'est toujours mon métier d'ailleurs, mais d'accompagner des marques dans leur stratégie marketing, de faire de la stratégie de contenu, d'intervenir à des comités de direction, etc. Je fais pas mal de choses, mais entre autres, je fais ça. Et en fait, de faire un blog puis un podcast, ça me permettait de faire ce qu'on appelle de l'inbound, c'est-à-dire de faire ramener des clients, quoi, en gros. Je suis parti vivre aux US, à New York. Et quand je suis revenu, il y avait un petit problème personnel qui était que j'étais plus du tout dans les médias, ce qui était le cas avant. Avant, j'étais beaucoup dans les médias, que ce soit Envoyé spécial, le journal de 20h, etc. Et en fait, quand je suis revenu, j'y étais plus du tout. Parce que les journalistes, pour ceux qui ont l'habitude, ils prennent des gens et après, ils prennent toujours les mêmes personnes. Et quand vous y êtes plus, vous y êtes plus, quoi. Donc, c'est difficile d'y revenir en général. Et donc, j'avais un problème de visibilité pour trouver des clients, bêtement. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, j'ai discuté avec Fred Cavazza, je ne sais pas si vous connaissez Fred, qui a aussi un blog de marketing. Et on se disait, les gens lisent de moins en moins du contenu écrit, parce que moi, je faisais du contenu plutôt long, comme Fred. Et j'avais ce problème-là, problème d'attention, en fait, disponible. Et donc, je me suis dit que j'allais lancer un podcast, du coup, un podcast marketing, en me disant, ça va me permettre de mettre en avant mon réseau, parce que du coup, je pouvais avoir accès à des directeurs digitaux, directeurs marketing, ou CEO de boîtes plutôt connus. Ça me permet de donner un ton. Et ça permet de montrer que je sais après de quoi je parle. Donc c'était un peu ça l'idée de mon podcast, qui parle plus du tout de ça. En fait, aujourd'hui, Vlan, ça parle de l'évolution de la société. C'est un podcast de société qui parle de liens à soi, de liens aux autres et de liens à la nature. Donc pas grand-chose à voir. C'est un peu à voir parce qu'en réalité, si on repart de la base du marketing et la manière dont moi je l'envisage, c'est quand même beaucoup de sociaux, ou en tout cas de compréhension de la manière dont la société évolue. Mais c'est vrai que le dernier podcast que j'ai fait, par exemple, donc je diffuse une fois de manière hebdomadaire tous les mardis, et celui que j'ai diffusé hier, c'est Albert Moukhaïber, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, où on parle des freins psychologiques au changement climatique. Donc vous voyez, on est très loin du marketing. Et hier, j'ai enregistré par exemple Abdel Malik sur le rôle de l'artiste dans le changement de société. J'ai enregistré Michel Maffezoli, qui est un sociologue, sur
le féminin et le changement de société qu'on est en train de vivre aussi. Voilà, donc en fait, ça n'a pas grand-chose à voir a priori avec le marketing. C'est un podcast qui tourne bien, qui se retrouve assez régulièrement dans le top 10 d'Apple, qui fait à peu près 150 000 écoutes par mois. Donc voilà. Donc c'est de là dont je vous parle. Et en fait, quand j'ai créé ce podcast, comme j'avais cette expérience de blogueur depuis quelques années quand même, j'ai aussi créé ce qu'on appelle ce que j'ai appelé le gang des mutants. En fait, c'est un regroupement de podcasteurs et de podcasteuses indépendants, parce que je sais d'expérience que les plateformes, les agences essayent toujours de tirer profit des gens qui créent le contenu en réalité. Donc moi, je me suis dit, je vais créer un groupe sur WhatsApp où on va tous se donner des conseils pour qu'on puisse s'entraider en fait, tout simplement se donner des conseils techniques, s'entraider aussi en termes de communication, c'est-à-dire faire de la cross-promo, parce que c'est quand même la meilleure manière de faire connaître un autre podcast, mais aussi se donner des conseils techniques sur quelle plateforme tu poses, t'as pas un contact chez Spotify, enfin tous ces trucs qu'on peut se poser. Voilà, donc j'ai créé ça, et puis dans le même temps, j'ai aussi créé Plink, et Plink c'est une agence de production de podcasts pour les marques, parce que bon, malgré tout ça reste mon métier de faire du marketing, et je sais que les marques, elles ont eu la même problématique que moi, c'est-à-dire comment je suis visible, comment je crée du contenu visible quand vous avez Instagram ou Facebook qui vous vend 1 seconde d'attention, ou 6 secondes d'attention dans les meilleurs cas. En fait, les marques, elles ont cette même problématique, cette même volonté de faire des podcasts, et on va y revenir sur les podcasts des marques, justement. Donc j'ai fait tout ça, et la question qu'on peut se poser assez facilement, c'est est-ce que le podcast, c'est le dernier truc tendance, parce que c'est le truc tendance comme il y avait l'IA, comme il y a eu les chatbots, comme il y a eu les applications mobiles, comme il y a eu les blogs, comme il y a eu je ne sais pas trop quoi, mais le compte Twitter, la page Facebook en 2009, le compte Instagram en 2000, je ne sais pas combien, enfin 2014 sans doute. Et pourquoi ça revient ? Parce que le podcast, c'est pas nouveau en fait, ça fait 10 ans que c'est là, ça a été créé au moment de l'iPhone, donc il y a une vraie bonne question de se dire, est-ce que c'est juste un... Les mecs, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, ils se sont dit tiens, on va faire décoller le podcast parce qu'on n'a rien d'autre en ce moment. Ou est-ce qu'il y a vraiment une tendance derrière et pourquoi ça se développe ? À mon sens, évidemment, c'est une tendance de fond, le podcast. En fait, ce qui est important de comprendre quand on dit que le web, ça va trop vite, le web, ça va pas très très vite. Le web, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des tendances de fond et il y a des petites vaguelettes. Donc les réseaux sociaux, c'est une tendance de fond. Instagram, Facebook, tout ça, c'est les petites vaguelettes. Donc là, par exemple, les réseaux sociaux, c'est mort. Enfin, à mon sens, les réseaux sociaux, c'est mort. Ça n'existe plus, en fait. Enfin, Instagram, c'est déjà mort dans ma tête. Maintenant, c'est les mondes virtuels qui arrivent. Et il n'y aura pas un Instagram bis. Enfin, je pense que ça va mourir de sa belle mort avec nous, en fait. Enfin, nous, les vieux, j'entends. Pardon. Donc, je connais les autres réseaux qui sont pour les plus jeunes, mais je ne pense pas que quand vous aurez 25 ans, ou quand ils auront 25 ans en l'occurrence, ou 30 ans, ils vont aller chanter comme ça devant une caméra, j'y crois pas trop. Donc TikTok, je ne pense pas que ça va évoluer vers les adultes, enfin peut-être certains, je ne sais pas. Mais je pense que typiquement la tendance des réseaux sociaux, elle est en train de s'écraser tout doucement, et ce n'est pas pour le pire d'ailleurs, sans doute pour le meilleur. Donc voilà, donc ça c'est les grosses tendances, et le podcast c'est une grosse tendance. Après, savoir quelle plateforme va prendre le dessus, est-ce que c'est Apple, est-ce que c'est Spotify, est-ce que c'est Amazon, est-ce que c'est Google, est-ce que c'est tel podcast, en fait on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les podcasts c'est une tendance de fond. Alors pourquoi c'est une tendance de fond ? En fait, il y a pour moi 5 raisons. La première, c'est une question d'attention disponible. C'est pour ça que j'ai créé un podcast, et c'est sans doute peut-être pour ça que vous en écoutez. C'est qu'en fait on a 2 typologies d'attention. On a une attention à 100% et une attention partagée. L'attention à 100%, c'est quand vous ne faites que ça. Et généralement, quand vous regardez une vidéo, quand vous lisez un texte, vous avez du mal à faire autre chose, en général. Il y a des femmes qui disent qu'elles savent faire 2 trucs à la fois. C'est pas forcément vrai. Ou en tout cas, conduire et regarder une vidéo, ou conduire et marcher, ou regarder une vidéo et marcher, vous pouvez essayer, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc en fait, vous êtes obligé d'avoir 100% d'attention quand vous consommez ce type de contenu, et le problème, c'est que cette attention à 100%, elle est totalement saturée en fait. Il y a tellement de vidéos YouTube, il y a tellement de contenu texte aujourd'hui que vous êtes totalement saturé, donc vous n'arrivez plus à le consommer, et vous faites du snacking de contenu. C'est pour ça qu'on arrive à du 6 secondes d'attention en réalité. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 60 millions de chaînes YouTube, donc ça vous donne un ordre d'idée du truc. Il y a après 1 million de podcasts, donc quand on me dit qu'il y a trop de podcasts déjà, c'est juste qu'il faut juste remettre le rapport là où il est. Et après, il y a une attention partagée. Donc l'attention partagée, c'est quand vous faites 2 trucs en même temps et que vous utilisez 2 parties de votre cerveau différents. Donc typiquement, marcher et écouter, on peut le faire. Marcher, parler avec quelqu'un, on peut le faire. Ou discuter avec quelqu'un. On peut utiliser 2 parties de son cerveau en même temps. Conduire, faire la vaisselle, faire du sport, peu importe ce que vous faites. Mais vous pouvez faire 2 trucs en même temps. Simplement, c'est 2 parties de votre cerveau différentes. Et en fait, le podcast, il arrive là.
Et en réalité, quand on regarde, il y a très peu de contenu audio et beaucoup d'attention partagée disponible. Donc en fait, le podcast, il arrive juste dans cette tendance-là de se dire, bah, tiens, il y a de l'attention disponible, je vais aller m'engouffrer dedans. Parce qu'en gros, c'est ça. La deuxième raison, et elle me semble importante aussi, c'est le fait que l'audio, de manière très grégaire, ça crée de l'intimité. C'est-à-dire que dans le ventre de votre mère, en fait, vous êtes déjà en lien avec votre mère à travers la voix. Et en fait, c'est la meilleure manière de raconter des histoires. L'écriture, c'est quand même assez tardif quand on regarde l'histoire de l'humanité. La vidéo, bon, évidemment pas. Mais les images, c'est arrivé évidemment avant le texte. Mais avant même les images, il y avait évidemment le son. Et le son, c'est extrêmement puissant. En fait, on ne se rend pas compte de la puissance du son. Parce qu'on a tellement été bassiné avec le fait que la vidéo, c'était le contenu roi, par exemple. Je ne sais pas si vous avez eu le droit à cette phrase la vidéo, c'est le contenu du futur. Moi, j'ai eu cette discussion avec Sciences Po il n'y a pas très longtemps. Je disais non, le contenu du futur, c'est pas la vidéo, c'est le contenu d'hier, potentiellement, mais pas le contenu du futur. Donc c'est vrai que les GAFA ont décidé que vous alliez aimer la vidéo, donc vous avez tous aimé la vidéo. En réalité, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et demain, ils ont décidé que vous alliez aimer le podcast, donc en gros, vous allez aimer le podcast. Enfin, c'est une des 5 raisons, mais je vous fais je vous tease, enfin je vous tease pas, mais je vous donne le résultat après. Mais c'est vrai que les GAFA ont un rôle extrêmement important dans le fait des contenus qu'on consomme, en fait. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est le fait que tout le monde ait un smartphone aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Et ces smartphones, en plus, ils ont une mémoire beaucoup plus importante, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si vous consommez des podcasts, vous le savez sans doute. Un podcast, alors pas sur Spotify, mais ça se télécharge sur votre téléphone. Donc ça prend de la place mémoire dans votre téléphone. Donc si votre mémoire téléphone elle est faible, nécessairement écouter des podcasts, c'est un peu pénible. Comme la mémoire des téléphones s'est développée, forcément, vous pouvez plus écouter des podcasts. Et puis il y a un autre truc qui est arrivé, c'est le fait qu'on a tous des écouteurs sur les oreilles aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Il faut réussir à se reprojeter ou à se repositionner il y a 10 ans, mais en fait... avoir des écouteurs sur les oreilles, c'était pas très poli, et souvent c'était pour écouter de la musique. Aujourd'hui, tout le monde a des écouteurs dans le métro, dans le tramway, même en voiture de temps en temps, et vous pouvez écouter ce que vous voulez. C'est-à-dire que nous, par exemple, on produit un podcast qui s'appelle Vox. Je sais pas si c'est plutôt un truc pour les femmes, donc je sais pas si les femmes ici connaissent. C'est un podcast de masturbation féminine. Et ben, vous pouvez très bien être en face d'une femme dans le métro ou dans le tramway qui est en train d'écouter Vox, et en fait, vous n'avez aucune idée. Et c'est ça qui est assez cool, en fait. En réalité. Comme elle peut écouter Thinkerview ou Vlan ou je ne sais pas trop quoi. Il y en a plein des podcasts. Pardon. Et puis la dernière raison, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les GAFA, ils ne sont pas plantés non plus. C'est-à-dire que, évidemment, pour eux, le contenu du futur, c'est la vidéo. Donc, ils sont de plus en plus positionnés sur ce contenu-là. Parce que c'est la prochaine étape d'attention, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que Apple commence à créer du contenu podcast, ce qui est quand même la première fois, parce qu'ils n'ont jamais créé de contenu vidéo, pas que je sache. Vous avez Spotify qui crée du contenu vidéo, vous avez et qui a acheté une boîte Gimlet dont on va reparler, mais qui est un très gros studio de podcast aux US. Je ne sais plus combien ils l'ont acheté, je crois que c'est 250 millions de mémoire. Vous avez Amazon avec Audible, parce qu'ils considèrent que le podcast c'est la bonne porte d'entrée pour écouter des livres audio, donc c'est très important pour eux aussi. Il n'y a que Microsoft qui ne s'est pas positionné dessus. Facebook commence à se positionner dessus. Sur Twitter, vous pouvez faire des podcasts en live. Donc en fait, on voit bien que les GAFA sont en train d'aller de plus en plus dans le podcast, et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que quand il va y avoir des contenus de très très bonne qualité, naturellement, vous allez être plus à même d'écouter des podcasts. En fait, on écoute des podcasts aussi en fonction de l'offre qui est disponible. Pardon. Alors, c'est quoi l'écosystème des podcasts ? Comment ça fonctionne ? Souvent, on me pose cette question aussi. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes typologies de content creators, de gens qui créent du contenu. J'ai mis que quelques logos, je ne vous ai pas tout mis, et c'est bien plus complexe que ça, évidemment, mais là, je l'ai simplifié à mort pour que ça soit facilement explicable. Mais en gros, vous avez des gens qui créent du contenu. Vous avez ensuite, une fois que vous avez créé votre contenu, vous le mettez sur une plateforme qui est payante, qui va permettre d'héberger votre contenu. Donc là, j'ai mis Art19, Ocha, Pipa. Maintenant, Pipa, ça appartient à Acast. Mais en gros, c'est les players qui sont... Enfin, il y en a plein d'autres, il y en a des tonnes. Derrière, vous avez des plateformes d'écoute. En fait, ces outils-là de hosting, ils diffusent sur l'intégralité des plateformes de manière automatique.
Parfois, on me demande si c'est plus cher de passer sur Apple, Spotify. C'est le même prix, hein, c'est gratuit en réalité. C'est-à-dire que vous mettez, enfin, ça c'est payant, mais après, la plateforme elle diffuse partout, que ce soit Deezer, Spotify, etc., etc. C'est là que se positionne Magellan. Alors souvent, Magellan, comme ils ont fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais les gens en entendent beaucoup parler parce qu'il y a l'ancien patron de Radio France. Donc les gens, ils pensent que c'est énorme. Mais en fait, Magellan, c'est, je sais pas, c'est peut-être 0,1% des écoutes. C'est ridicule. En fait, 70% des écoutes, en gros, c'est ce podcast, c'est Apple. Aujourd'hui, c'est 70% des écoutes, c'est Apple. 60-70% des écoutes, c'est Apple. Ce qui montre aussi que les podcasts, c'est un truc de CSP+, hein, parce que tout le monde n'a pas d'iPhone, a priori. Pas que je sache, en tout cas. Spotify, c'est à peu près 15% des écoutes en moyenne. Et puis après, vous avez tous les autres, quoi. Enfin, donc, et ça, vous avez Podcast Addict. Enfin, il y en a plein des applications de podcast. Il y en a qui naissent tous les jours qui veulent devenir le Netflix du podcast. Sachant que Netflix est en train aussi de lancer des podcasts, donc ce sera peut-être Netflix, le Netflix du podcast, je sais pas, on verra. Et puis après, une fois que vous êtes sur les plateformes, il faut faire connaître son podcast. Et là, vous avez des plateformes de médias, donc qui font de la pub sur les podcasts pour monétiser votre podcast, parce que la question, vous pouvez vous demander aussi, est-ce que si je crée un podcast, je peux gagner de l'argent avec ? On peut en parler. Et la réponse, c'est potentiellement oui, mais majoritairement non. C'est comme pour un blog. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, potentiellement, si votre podcast est très connu, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec. Mais majoritairement, les podcasts, ils font 700 écoutes par mois. Donc, là, non. Enfin, vous pouvez peut-être gagner 3-4 euros quand même, ça, mais bon, a priori, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Donc, l'écosystème, en gros, c'est ça. C'est bien plus complexe que ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, évidemment, et puis il y a des acteurs qui font plusieurs choses en même temps, etc., etc. Mais c'est juste pour faire comprendre le flux de fonctionnement. Alors là, vous vous dites peut-être, OK, je vais lancer mon podcast, parce que c'est génial. Et là, je vous arrête tout de suite, parce que les podcasts, ça a beau être super, c'est pas fait pour tout le monde, et ça sert pas à... Enfin, il y a plein de choses auxquelles ça sert pas, on va dire. Moi, je regrette toujours de voir des marques qui veulent créer des podcasts juste parce que c'est le dernier truc à la mode. Et croyez-moi, c'est à peu près 95% des personnes avec qui je parle, hein, donc c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. C'est en se disant, si on fait un podcast, c'est qu'on est dans la tendance. Bon. En fait, c'est des personnes en général qui ont tellement peur de rater le train qu'ils essayent de monter dans tous les wagons, quoi. C'est comme tout. Alors les agences en profitent en général. Et moi, je suis créateur de podcasts pour les marques, hein, donc je pourrais en profiter aussi. Les créateurs, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà créé une application mobile. Bon, on a oublié de dire aux marques que bon, avant que quelqu'un télécharge votre application mobile et qu'il la garde et qu'il l'utilise, parce qu'il faut l'utiliser tous les jours pour la garder sur votre téléphone, il va se passer un peu de temps, quoi. Donc en fait, la majorité des applications de marque ont fait juste rien en général. Et donc les marques ont perdu beaucoup d'argent, les agences en ont gagné un peu. Voilà. Les podcasts, c'est un vrai pareil. C'est-à-dire que si vous faites un podcast en disant ça va être cool, pour ceux qui ont déjà créé du contenu en ligne, un podcast, alors soit vous faites une série documentaire, ce qui est possible, on va y revenir, soit vous faites un podcast comme le mien par exemple, ou comme d'autres, et là il faut durer dans le temps. Et c'est là où c'est compliqué en fait, quand on commence à créer du contenu en ligne, c'est sympa, c'est facile de le faire sur 3, 4 mois, 6 mois. Moi ça fait 2 ans et demi, je peux vous assurer qu'il faut se réinventer, ça prend du temps. Moi ça me prend une journée par semaine en cumulé, entre le fait de faire les interviews, mais aussi répondre aux gens sur Instagram, diffuser les trucs, créer les trucs sur Photoshop pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, etc. En fait, en vrai, ça prend du temps de faire un podcast. Enfin, de créer du contenu en ligne, ça prend du temps. Voilà. Alors, ça, c'est une phrase de Slate. Il y a Slate, le rédacteur en chef de Slate, qui a fait un article un petit peu hardcore, on va dire, sur les podcasts, qui dit que les podcasteurs, c'est juste des CSP+, en chemise, plutôt que des révolutionnaires, parce que c'est vrai que vous avez pas mal de contenu... disruptif, ça serait un grand mot, hein, mais en tout cas, qui se veulent plus recherchés, de ramener de l'intelligence. Alors, ça dépend des types de podcasts, bien sûr, mais ramener de l'intelligence dans les contenus. Eux, ils disent effectivement, c'est un truc de bobo, quoi. En gros, c'était ça l'article. Hein. C'est un truc de bobo débile qui a un peu de temps à perdre. C'est pas complètement faux. Les podcasts aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est 70% Apple, donc c'est principalement un truc de CSP+. Et la majorité des contenus qui sont créés sont quand même des trucs de CSP+. C'est pas très grand public aujourd'hui, le podcast. Déjà, l'usage n'existe pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts, donc juste ils le font pas. Ça va venir.
Parce que comme toutes les plateformes vont insister sur le fait, Google a complètement changé aussi, j'en ai pas parlé, mais Google a complètement changé le référencement naturel des podcasts. Donc maintenant, un podcast, ça remonte tout en haut de Google. Donc ça va intéresser tous les gens qui s'intéressent au SEO. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles vous allez écouter des podcasts, mais simplement parce que les GAFA vraiment ont décidé que vous allez le faire. Donc comme les GAFA ont décidé que vous alliez le faire, il va y avoir de plus en plus de gens qui créent des contenus. Comme les contenus seront de plus en plus qualitatifs, naturellement, ça va plus vous donner envie d'en écouter. Et puis comme ça fonctionne en bouche à oreille, vos potes vont vous dire « Ah bon, mais t'écoutes pas ce podcast, tu devrais essayer ». Et voilà, en fait, ça marche comme ça. Sachant que l'avantage sur Apple, c'est que vous avez une application native, ce qui n'est pas le cas sur un Android. Les podcasts de marque, alors pourquoi faire un podcast de marque ? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un podcast de marque, ça sert uniquement... Vous avez, je ne sais pas si vous avez ça en tête, c'est un dessin de Forrester qui définit qu'il y a 4 typologies de ROI, de retour sur investissement. Il y a du ROI financier court terme, le SEA, donc typiquement le search. Vous avez du ROI non financier long terme, typiquement le SEO. Vous avez du ROI non financier court terme, typiquement, j'en sais rien, utiliser une influenceuse XY. Et puis vous avez du ROI non financier long terme, typiquement la préférence de marque. Les 4 sont importants. L'idée, c'est pas de se dire, ça dépend où vous êtes. Si vous voulez vendre votre boîte, vous allez faire uniquement du ROI financier court terme. Si vos actionnaires vous poussent à mort, vous allez faire que du ROI financier court terme. Mais c'est généralement pas la bonne stratégie de faire que ça. C'est comme si je vous disais qu'Harley Davidson lance des scooters parce que les scooters, ça se vend bien. Ils pourraient le faire, ils détruiraient leur marque, mais c'est vrai qu'ils en vendraient une tonne. Bon, voilà. Donc la stratégie où il n'y a que du ROI financier court terme, c'est jamais la bonne stratégie. Simplement, il y a des gens qui ont tendance à confondre ROI et argent, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'argent, il peut être plus ou moins long terme ou court terme. Donc le podcast, il ne faut pas le faire si vous avez besoin de vendre des trucs. Moi, j'ai une marque comme ça qui est venue me voir. En fait, ils ont fait un podcast et après, ils l'ont encapsulé dans une application de marque, donc autant dire que personne ne l'a écouté. Et en fait, ils m'ont dit, oui, mais tu comprends, parce que en fait, nous, on a besoin de faire de l'embasement client. Alors, en fait, il fallait partir de l'objectif. C'est-à-dire que si votre objectif, c'était de faire de l'embasement client, il ne fallait pas faire de podcast. Vous êtes trompé d'outils. Mais vous voyez, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, on fait les podcasts parce que c'est cool. L'embasement, c'est prendre des contacts clients, quoi, récupérer des coordonnées clients, enfin de prospects en l'occurrence. GDPR compliant. Mais récupérer des données de prospects, en gros. Ça ne sert pas à ça, un podcast. Un podcast, ça peut faire de la préférence de marque. Voilà. Si vous êtes une start-up, potentiellement, ça peut créer de la notoriété, évidemment. Ça dépend ce que vous créez comme contenu. On va revenir sur les typologies de contenu à créer aussi et les questions à se poser. Et puis, un podcast, c'est un coût. Alors souvent, la question qu'on me pose, c'est « Bonjour, on voudrait faire un podcast, vous pouvez nous faire un devis ou un budget ?» Et là, je suis un peu con. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'un podcast, ça peut coûter 500 balles, hein, voire moins si vous le faites chez vous. Hein, après tout, pourquoi pas. Comme ça peut coûter 25 000 €, quoi, l'épisode, hein, j'entends. Donc, c'est très compliqué de faire un budget pour un podcast, évidemment, parce que ça dépend de quoi on parle et ça dépend de ce qu'on fait. Alors, je vous ai mis des super exemples audio que vous n'allez pas du tout entendre, et c'est bien malheureux. Mais je vais vous expliquer quand même les différentes typologies de podcasts, parce qu'en réalité, le coût dépend énormément de la narration du podcast. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui font que c'est plus ou moins cher dans un podcast. Le premier format... donc ça, je l'ai déjà dit. Le premier format, c'est la conversation. Donc là, je vous ai mis un exemple de Pauline Léniaud, Le Gratin. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast. Bon, je peux vous le mettre, mais vous n'allez pas l'entendre. Journée type avec Cédric. Mais je rêve d'avoir Vous entendez quelque chose, dire, raconte-moi ça. Alors, une journée type tel un lundi. Alors, c'est déjà le réveil très tôt, ce qu'on déteste tous. Oui. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais moi... Toi, tu te forces à le faire. Ouais. Moi, je me force, donc je suis pas du matin du tout, mais j'ai pas le choix. Alors, je me lève à... Voilà, donc ça, Pauline Léniaud, donc combien ça lui coûte de faire son podcast ? Donc c'est un podcast qui tourne bien, qui fait, je crois, 220 000 écoutes par mois. C'est assez gros. Je vous donnerai les coûts de CPM si vous voulez, pour voir combien elle peut gagner d'argent avec, si elle le monétise. C'est un gros podcast que les gens s'intéressent. Donc c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat majoritairement, et elle parle de gens qui ont eu du succès, etc., etc. Et donc les gens s'intéressent au succès, donc du coup ils écoutent ce podcast. En gros, c'est un peu ça.
Ça marche vachement mieux que moi, par exemple, qui essaye d'expliquer comment la société évolue. C'est vachement moins intéressant, a priori. Donc ça, en fait, typiquement, Pauline, elle a acheté ce qu'on appelle un zoom, un micro-zoom H5. Elle a acheté 2 micro-mains. Elle a acheté... et typiquement, elle est dans le groupe, donc on lui a donné aussi des conseils sur quoi acheter, mais elle a acheté deux pieds. Ça coûte, en gros, il y en a pour 700 € de matériel. Elle fait son podcast toute seule. Je crois qu'elle a un ingénieur du son de mémoire quand même qui mixe, parce que le mixage, c'est une étape très importante dans le podcast, parce qu'en fait, ça permet d'optimiser le son pour les plateformes. Donc ça permet en gros de pouvoir écouter le podcast dans le métro ou dans le tramway, ou quand il y a un bus qui passe et que vous avez des écouteurs Apple et pas des écouteurs un peu plus développés ou améliorés. Donc le mixage est très important pour que la qualité sonore soit bonne. Donc en gros, ça doit l'écouter, elle, comme c'est elle qui trouve les invités, c'est elle, l'hôtesse en l'occurrence, je pense que ça doit aller coûter 200 balles par épisode, 200 € par épisode. En gros, voilà. Après, une conversation, ça peut être beaucoup plus compliqué. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple qu'on a fait pour Orange avec Chabal et autres, où en l'occurrence, on est allé interviewer ses parents, on est allé interviewer des gamins dans les stades de rugby. Et ben là, en fait, là, on est plus aux alentours de 5 000 € l'épisode. Donc en fait, déjà, on n'est plus du tout. Ça reste une conversation, mais on n'est plus du tout sur le même coup, en fait. Et pas parce que c'est Orange, mais simplement parce que à l'intérieur du podcast, il y a beaucoup plus de trucs qui sont compliqués. Voilà. Comme on fait le podcast d'Uber, et Uber, c'est pareil, c'est 700 € parce qu'il y a une journaliste. C'est pas eux le journaliste, donc il faut payer la journaliste, donc ça coûte un peu plus cher. Donc voilà, les éléments de prix, en fait, ils sont relativement basiques. On enregistre en studio, les chauffeurs Uber, ils viennent, on se pose, il y a la journaliste qui leur pose des questions, on le mixe, et c'est monté, voilà, ça crée un podcast. Donc ça, c'est un format. Le deuxième format, qui coûte, alors pour le coup, un peu plus cher, c'est la narration simple. Ce que j'appelle la narration simple, c'est quand vous avez une personne qui parle toute seule et qui vous raconte une histoire. Là, je vous ai mis un exemple des baladeurs, où c'est un podcast ça raconte des histoires de gens qui font typiquement des trekking, qui font des expériences, on va dire. Et ce que vous allez voir, il faut que vous fassiez attention, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a du design sonore à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutent des éléments sonores pour habiller le podcast. Là, c'est fait de manière relativement faible parce que dans l'extrait que vous allez entendre, c'est uniquement des petites musiques. Mais dès qu'on commence à mettre du contexte, c'est-à-dire, vous voyez, il parle de claquer une porte et vous entendez une porte qui claque. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. Et ben ça coûte un peu plus cher parce que l'ingénieur du son, il va devoir écouter tout le fichier et trouver les bons sons qui vont aux beaux endroits pour pouvoir les mettre. Et donc, naturellement, l'ingénieur du son, quand il fait ça, ça lui prend du temps, donc il faut le payer. Donc ça, il faut trouver quelqu'un qui a écrit cette histoire. Là, en l'occurrence, pour les baladeurs, c'est simple, c'est des gens qui racontent leur histoire. Donc, c'est un peu comme Transfert, si vous connaissez Transfert. Mais Transfert, ça coûte extrêmement cher à faire aussi, parce que ce que vous savez peut-être pas dans Transfert, c'est qu'en fait, ils enregistrent pendant 6 heures la personne. C'est un épisode qui dure 20 minutes, mais ils lui font répéter 15 fois sa même histoire. Et ils font un montage de malade derrière pour avoir la meilleure histoire parmi les 15 fois où il l'a raconté ou elle l'a raconté. Donc, en fait, typiquement Transfert, c'est pas du tout un podcast peu cher. C'est un podcast qui va coûter 6 000 à 7 000 € à faire aussi, l'épisode. Donc, je mets l'exemple des baladeurs. Là, en fait, je m'embarque pour une marche qui va faire sans doute à peu près 4-5 mois pour 3000 et quelques kilomètres. Et donc de rallier la pointe extrême nord à la pointe extrême sud de l'île du Sud. Donc les deux îles, à un moment, je prends un petit bateau pour traverser le détroit. Et en cartographiant toutes les plantes comestibles médicinales que je vais rencontrer sur la route, on fait une petite carte. Voilà, en fait, mon ambition, c'est... Donc voilà, ça c'est typiquement une narration simple. Une autre narration simple que vous pouvez prendre, il y a Arte qui en fait beaucoup. Donc si vous regardez Arte, ils font pas mal de trucs. De toute façon, de manière générale, c'est des trucs hyper qualitatifs. Donc si vous regardez ce que fait Arte, vous allez trouver plein de choses. On parlait tout à l'heure des braqueurs, par exemple. Vous avez des braqueurs qui racontent leur histoire de braqueurs. Et c'est une narration simple aussi. Il n'y a pas d'intervieweur dans le sens où il n'y a pas de questions qui sont posées. Ou en tout cas, les questions sont masquées. Une autre forme de narration qui coûte encore un peu plus cher, c'est le documentaire. Donc le documentaire audio, en fait, c'est comme un documentaire vidéo, sauf que vous n'avez pas de vidéo, naturellement. C'est vachement mieux pour l'environnement, by the way. Un documentaire, vous pouvez faire plein de choses en format documentaire. Là, je vous ai mis un documentaire qui se passe en Italie. Vous allez voir, ça commence en italien, mais après, ça passe en français. Et vous allez écouter, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout le même format auditif que les autres. Stromboli è come una fitta al cuore. Va bene? Non sapevo cosa dovevo fare.
Mi stanno facendo, devo fare un'intervista, sono due amici. Je suis venue pour la pêche et puis une fois que la pêche était finie, je suis restée. Je savais pas au début pourquoi je resterais. Mais je suis encore là. Alors ça me permet de rebondir sur un truc qui est important, c'est que les gens écoutent des podcasts dans leur langue. Et ça, c'est quand même un élément important, en particulier pour les marques. C'est qu'on ne peut pas faire un podcast tout doublé dans 2 langues, ça ne marche pas du tout. Vous pouvez faire un épisode de temps en temps qui est doublé. Moi, je le fais de temps en temps, parce que je sais que les Français ne parlent pas nécessairement bien anglais. Donc quand je reçois quelqu'un, un anglophone ou un américain, je le double, donc avec un comédien, oui, en l'occurrence, c'est souvent des hommes. Et ça prend du temps aussi, d'ailleurs. Mais vous êtes obligé de faire un podcast dans la langue des personnes qui l'écoutent. C'est pas possible. Vous pouvez pas vous dire, je vais faire un podcast en anglais et puis les Français vont l'écouter. Ça n'existe pas en fait. Donc un documentaire. Il y a typiquement Binge Audio qui a fait un documentaire sur Soria Bonali. Vous pouvez envisager n'importe quoi. Je ne sais pas si vous connaissez Cerno, qui est un podcast qui tourne bien en ce moment, où il enquête sur un serial killer qui habitait dans son immeuble, là où il habite, mais bon, c'était évidemment il y a 20 ans, ou 40 ans d'ailleurs. Et en fait, il enquête, il va voir là où les femmes sont mortes, etc. Parce qu'il tuait des vieilles dames, en l'occurrence, ce serial killer, pour leur voler de l'argent. Et donc, il va enquêter, etc. Donc ça, c'est typiquement un format documentaire. Et puis, le dernier format, c'est la fiction pure. Ça sort tout seul. Order up patty melt, onion rings, and a Caesar salad. Hey, hi. Hey. The guy in the booth asked for a shrimp. Oh, okay, got it. So how was everything? Oh, Dinner. Wonderful stuff. Good. Anything else? No. I'll be right back with the check. Oh, say Heidi, yeah? That's your name? Yep. Just like the name tag says. Have you been working here long, Heidi? About 4 years, I guess. You are Heidi Bergman, right? That is your last name? Yes, do I know you? Thomas Carrasco. I work for the Department of Defense. Ça marche mieux avec des écouteurs. Bien sûr. Mais, en fait, le documentaire, je vous ai mis celui-là, qui a été fait par Gimlet, donc la boîte qui a été rachetée par Spotify. Je vous l'ai mis spécifiquement parce que les droits ont été rachetés par Amazon pour en faire une série, dont la vedette est Julia Roberts. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un podcast peut ensuite, comme un livre finalement, devenir une série par la suite. En fait, le podcast, ça appelle à l'imaginaire beaucoup. Donc en fait, on peut complètement le décliner après en vidéo si on le souhaite. Mais Homecoming, c'est typiquement une des grosses fictions, ou le meilleur succès de fiction qui existe aujourd'hui. Après, il y a plein de gens qui essaient de faire de la fiction, évidemment. C'est juste que là, on va être sur un coup à, effectivement, ça va dépendre du prix des comédiens, mais en gros, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui écrit l'histoire, comme pour le documentaire. D'ailleurs, le documentaire, c'est dans les 8-9 000 euros, l'épisode. Je ne vous ai pas précisé, mais parce qu'il faut écrire ce documentaire, il faut se déplacer. Nous, là, par exemple, on vient de faire le podcast de Greenpeace. On est allé enregistrer des baleines en Patagonie. Bon, concrètement, il faut aller en Patagonie sur le bateau de Greenpeace, enregistrer les baleines, il faut avoir le matériel pour le faire, il faut rester là-bas une semaine. Tout ça, ça a un coût, en fait. En l'occurrence, Greenpeace, ils ne sont pas beaucoup payés. Mais c'est juste pour vous dire que potentiellement, ça a un coût de faire un documentaire. Là, la fiction, vous avez besoin de quelqu'un qui écrit la fiction, vous avez besoin des comédiens, des comédiennes, vous avez besoin de quelqu'un qui dirige les comédiens, les comédiennes, vous avez besoin de sound design, qui est beaucoup plus compliqué à faire quand c'est des comédiens et comédiennes, parce qu'il faut le positionner précisément au moment où les gens parlent. Enfin bref, tout ça fait que ça génère un coût. Et on arrive facilement à 15-20 000 euros l'épisode. Donc c'est évidemment pour 10 minutes. Alors, un truc que je n'ai pas précisé aussi, c'est que dans le premier modèle de narration, la conversation, le temps ne va pas avoir un impact majeur sur le coût. C'est-à-dire que ça peut durer 1 heure, 2 heures, ça ne va pas changer grand-chose, une demi-heure. En vrai, ça va être à la marge que ça va avoir un impact sur le coût. Par contre, dès que vous êtes dans les autres modèles, c'est-à-dire la narration simple, la fiction, le documentaire, là, évidemment, chaque minute compte. Et en général, c'est pour ça que vous allez voir que ces podcasts-là, ils durent à peu près 10 minutes. Parce que 11 minutes, c'est quand même vachement plus cher que 10, quoi. Donc, et puis, bon, après, il faut avoir envie d'écouter je pense que... Enfin, ça peut, hein, mais je pense que, du coup, on fait une série et on diffuse l'intégralité de la série au moment où on diffuse un petit peu à la Netflix, qui se permet de binger l'intégralité du truc si on le souhaite. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour en construire un, si je le souhaite. Alors, le slide, il est pour les marques, mais en réalité, ça fonctionne aussi pour les individus.
La réalité, c'est qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux communiquer sur les podcasts ou est-ce que je veux créer un podcast? Parce que c'est pas du tout la même chose. Est-ce que je veux... Parce que créer un podcast, ça demande du budget, on vient d'en parler. Ça demande aussi du temps pour qu'il s'installe, ce podcast. Ou du budget pour l'installer. C'est-à-dire que soit vous avez un gros budget média pour pouvoir le pousser, ce podcast, pour que les gens l'écoutent, parce que le tout, c'est pas de créer du contenu, c'est qu'après, les gens, ils le consomment, ce contenu. Et donc, la seule manière de faire aujourd'hui, c'est quand même de promouvoir sur d'autres podcasts. Donc, il y a un coût qui n'est pas négligeable. Ou alors, vous communiquez sur des podcasts qui existent déjà et vous faites de la pré-roll. Et on parlait tout à l'heure de la monétisation des podcasts. Un podcast, ça se monétise. Alors, aux États-Unis, ils y vont tranquille, ils font de la pré-roll, de la mid-roll, de la end-roll. En général, donc pré-roll, c'est avant le podcast, mid-roll au milieu du podcast, end-roll à la fin du podcast. Généralement, ça se positionne, en France en tout cas, en pré-roll. Et on va revenir sur le coût et tout ça après. Donc, une fois que vous êtes décidé que vous voulez créer un podcast, alors comment on fait? La première question à se poser, c'est quoi ma stratégie? Qu'est-ce que je veux faire? Comment ça nourrit ma stratégie de marque? De quoi je veux parler? À qui je veux parler? Souvent, j'ai une autre marque typiquement de parfum qui voulait parler... au début, ils étaient partis sur une idée qui était assez sympa, qui était on va parler de l'olfactif. Plutôt intéressant. Après, ils se sont dit, ouais, en fait, on va parler des parfums. Après, ils vont dire, finalement, on va parler de nos parfums. Et là, c'était la fin de la bonne idée, quoi. En fait, ça n'intéresse personne. J'ai le cas aussi, pareil, d'une autre marque de parfum, d'ailleurs, c'est un autre groupe, qui me dit, oui, on va faire un podcast de notre créateur. Et donc, il va être interviewé par une femme qu'il a choisie. Et donc, ça va être lui qui raconte son histoire. Moi, j'aurais dit, mais ça va n'intéresser personne. C'est-à-dire que personne ne va écouter ce truc. Vous êtes au courant quand même. Hein. C'est pas Yves Saint-Laurent, le mec. Hein. Enfin, je veux dire, qui va écouter ce truc? Il faut, ouais, je sais, mais en fait, le créateur, il va absolument le faire. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle l'IPO, Highest Paid Person Opinion. Il gagne toujours à la fin, en général. Mais après, il ne faudra pas se plaindre que ça ne fonctionne pas, évidemment. Voilà. Donc la stratégie, c'est définir à qui je veux m'adresser, comment je veux le faire, qu'est-ce que j'essaie de défendre comme valeur. Voilà. Ensuite, il y a la partie design du podcast, design sonore, mais aussi design visuel, puisque vous avez une petite... je ne sais pas si vous avez déjà écouté des podcasts, mais j'imagine que oui. Vous avez une petite image, donc il faut quand même la faire. Et puis après, il y a toute l'imagerie sur les réseaux sociaux qu'il faut aussi définir et faire pour chacun des épisodes en général. Donc tout ça, il faut le définir en amont. Généralement, les marques, on ne les attend pas sur les conversations, parce que les conversations, aujourd'hui, comme ça coûte très peu cher à faire, vous avez énormément d'indépendants qui les font et qui les font plutôt bien en général. Donc les marques, on les attend plutôt sur les autres formats qui sont plus complexes parce qu'ils ne sont pas accessibles aux indépendants, ou plus difficilement accessibles aux indépendants. Ensuite, on va parler, donc design, c'est design sonore, design visuel, vous avez compris. Ensuite, on va passer sur la production. Donc la production, c'est autant l'écriture que trouver les comédiens, les comédiennes, les journalistes, les hôtes, les invités, si c'est une conversation, peu importe, mais il va falloir produire ce truc. Il faut l'enregistrer, idéalement dans les meilleures conditions. Alors, c'est quoi les meilleures conditions pour enregistrer un podcast? Souvent, on pense aux micros et on essaie de prendre des micros hyper chers, ou pas d'ailleurs. Les micros hyper chers, ils sont juste hyper sensibles. Donc, si vous avez une pièce de merde, ça va être encore pire. Il faut le comprendre, c'est que la pièce est l'élément le plus important quand on enregistre. Le mieux, si vous êtes tout seul, enregistrer sous un drap, ça marche assez bien. Mais vaut mieux être avec un téléphone dans un studio qu'avec un super micro dans une pièce comme ici, là, qui résonne énormément. Une bonne manière de savoir si une pièce résonne, vous claquez des mains, vous allez vite vous rendre compte s'il y a de l'écho ou pas. Une bonne manière aussi de le faire, c'est si vous avez un zoom, par exemple, c'est vous mettez un casque et vous allez entendre, parce qu'en fait, votre oreille, elle est intelligente, c'est un peu ça le problème, parce qu'elle nous trique de temps en temps. Quand vous mettez un casque, ça vous ressort exactement le bruit que l'enregistreur enregistre. Et là, vous allez vous rendre compte du bruit de la pièce. Donc, la pièce est importante. Et puis après, le fait d'avoir des pieds, parce qu'en fait, le câble, là, il fait micro aussi. Donc, dès que le câble il bouge, ça fait du bruit. Donc, tous ces éléments-là, ils sont importants. Donc, idéalement, c'est de le faire en studio. Si vous ne voulez pas aller en studio, et studio professionnel, parce que bon, c'est pas une pièce avec quatre mousses sur les murs, hein, évidemment. On en voit beaucoup des comme ça, mais idéalement, on peut faire comme mieux. Mais après, il y a plein de logiciels qui existent pour améliorer le son, mais disons que ça détériore vraiment la qualité sonore, donc il vaut mieux éviter de faire ça.
Donc la production, c'est tout ça. Après, il y a le broadcast et la communication. La broadcast, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est de le mettre sur une plateforme type Pipa, Ocha, Art19, qui va diffuser sur l'intégralité des plateformes. Donc il faut créer un compte Apple. Il y a 3-4 trucs à faire, mais c'est quand même relativement facile. Il faut se mettre d'accord avec Deezer parce que c'est pas automatique. Bref, il y a des petits éléments, mais c'est quand même relativement simple d'être diffusé sur l'intégralité des plateformes. Et après, de toute façon, à chaque fois que des nouvelles plateformes arrivent, en général, elles prennent le flux, donc c'est un flux RSS en gros, elles prennent le flux et elles récupèrent votre podcast. Après, la communication, c'est communication auprès de votre réseau existant, évidemment. Communication auprès du réseau des personnes que vous invitez quand c'est une conversation. Donc ça peut être aussi une discussion de comment je fais en sorte que mon podcast soit connu. La première, c'est votre communauté à vous, bien sûr. La deuxième, c'est d'avoir des invités qui ont une communauté. Et c'est pas mal d'avoir des gens... Alors faites pas que ça non plus, parce que sinon vous allez vite vous retrouver avec des gens qui sont pas très intéressants, mais qui ont beaucoup de followers sur Instagram. Et qui parfois ne donnent rien d'ailleurs. Moi j'ai des exemples de gens que j'ai invités qui avaient plein de followers sur Instagram et ça m'a généré rien. Donc ça marche pas à tous les coups en plus. Donc là vous cramez une carte sur un podcast qui peut ne pas être très intéressant. Et en plus du coup ça vous ramène pas de followers non plus. Donc bon, voilà. Une autre manière de le faire, c'est de faire de la cross-promo, on en parlait tout à l'heure. Donc de faire justement de la pré-roll. Et moi, je le fais en ce moment, là, si vous écoutez le mien, où il y a une pré-roll pour un autre podcast. Donc ça, c'est la meilleure manière encore de faire découvrir des podcasts. Je vais vous en faire écouter de toute façon après. Et puis, après, vous pouvez évidemment payer pour avoir de la pré-roll sur d'autres podcasts. Vous pouvez faire de la pub sur Instagram. Mais d'expérience, le social ne marche pas très bien sur les podcasts. Ça ne transforme pas, en fait. Nous, typiquement, sur le podcast d'Orange, ils ont mis un budget assez colossal. C'est Havas qui a fait l'achat média. Ils ont mis un budget assez colossal en social. Vraiment énorme. Hein. Et ils ont généré, je crois que le coût de l'écoute est à 50 €. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Ça n'a pas très bien marché, le social. Pourtant, c'était bien ciblé sur potentiellement les gens qui écoutent des podcasts, etc. Mais juste, ça ne marche pas. Et après, c'est l'analyse statistique. Sachant que sur les podcasts, vous avez des stats qui sont quand même très limitées. Vous avez le nombre d'écoutes, évidemment. Vous avez le nombre d'écoutes par épisode. Vous avez l'OS. Vous avez savoir si c'est mobile, pas mobile. Vous avez le pays. Vous avez la ville. Sur Apple, vous avez savoir si les personnes ont écouté l'épisode en entier ou pas. Et puis c'est à peu près tout. En fait. Vous n'avez pas le sexe, vous n'avez pas les profils des personnes, vous n'avez pas grand-chose en réalité. Donc c'est important de le savoir aussi. Donc les podcasts de marque, je vous ai mis quelques exemples de podcasts aussi pour vous faire comprendre les genres de choses qu'on peut faire pour une marque. Le premier exemple qui est le podcast le plus connu de marque, c'est pas une surprise, c'est The Message qui a été fait par General Electric. Donc là c'est de la fiction en l'occurrence, donc ils ont mis pas mal d'argent. Évidemment, ça ne parle pas de General Electric. Alors, vous allez vous rendre compte rapidement qu'en fait, aucun des épisodes que je vais vous montrer, enfin des exemples que je vais vous montrer ne parle de la marque, parce que ça n'a encore une fois aucun intérêt en général. Donc là, The Message, en fait, ils sont faits de la... Comment on appelle ça ? Bref, ils se positionnent plus tard. Comment on appelle ça ? Je me souviens plus. C'est pas de l'utopie. De la dystopie. Hein ? Ouais, bref, c'est de la science-fiction. J'ai plus le terme en tête, mais c'est pas ce que je cherche. Hein ? Non, c'est pas de la dystopie, parce que la dystopie, ça veut dire que c'est négatif dans le futur. L'utopie, c'est positif dans le futur. L'Uchronie, c'est quand on revient en arrière. C'est je me positionne en 2030 et je regarde comment on est revenu jusqu'à aujourd'hui. Hein ? Ouais, c'est de l'anticipation, on va dire ça comme ça. De la science-fiction. Et je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si vous allez bien entendre encore une fois, mais... Okay, so I guess I'm gonna take a message. That's Jeanette Callan, one of the brilliant code breakers who works at Cypher. Not someone who should be answering phones. I'm just saying, if I was there right now, I'd be the one taking the message. Okay, so basically, you have a linguistics degree from the University of Chicago, but you want to make us coffee for free if what again? If you let me podcast about the work you guys do. Je vais passer parce qu'on est en train de run out of time. Juste pour idée, je ne l'ai pas dit, mais Gimlet, il ne se lève pas en dessous de 100 000 € l'épisode, 100 000 $. Moi, j'ai le patron de la com de Dior qui a été demandé de faire un podcast, qui a demandé à Gimlet, c'est 250 000 € l'épisode. Juste pour vous donner, par rapport au prix que je vous donnais tout à l'heure. Parce que ça, c'est très bien produit, par exemple. C'est pas le même prix, juste, voilà. Il y a juste des petites nuances comme ça. On passe de 500 à 25 ou à 250. Voilà, il n'y a pas de secret en fait. L'autre exemple que je vous ai donné, mais je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous faire écouter, c'est premier crampon pour Orange.
Un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est Casper. Casper, donc ils vendent des matelas. Et ben en fait, évidemment, ils n'ont pas fait un podcast sur les matelas, ça n'a aucun intérêt. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est un podcast qui s'appelle In Your Dreams, qui, en fait, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez envoyer vos rêves. Vous avez 2 personnes qui analysent vos rêves. Et ça marche vachement mieux, par exemple. Donc, c'est réfléchir à qui vous voulez parler et comment vous voulez leur parler. Et en fait, il faut réussir à rester dans son sense of purpose, sa raison d'être, tout en étant intéressant pour les gens. C'est vraiment ça le sujet. Donc, en gros, des questions à se poser, c'est celle-ci, c'est-à-dire c'est quoi mon objectif, qui sont les personnes que j'essaye de toucher, comment un podcast peut compléter ma stratégie de contenu, mais aussi c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon sense of purpose, et qu'est-ce que j'ai mis, et c'est quoi mon budget. Parce qu'en fonction du budget, je vais vous dire si vous voulez faire un podcast ou pas, et quelle typologie de podcast vous pouvez faire ou pas. C'est important de l'avoir en tête, on va dire. Et puis après, faut diffuser. Donc je vous ai expliqué comment on diffusait. Mais après, évidemment, il faut faire en sorte que ce podcast soit vu. C'est pour ça que j'ai créé cette boîte qui s'appelle Plink Media, donc qui fait de la diffusion de podcasts, qui fait de la pub sur des podcasts en gros. Donc comment ça marche ? C'est immersif. C'est-à-dire que c'est, en tout cas pour moi, uniquement le podcasteur, la podcasteuse qui doit faire cette communication. C'est pas une pub type radio parce que c'est hyper pénible. Et de toute façon, en plus, vos oreilles sont intelligentes. Donc en fait, elles se ferment automatiquement. Et puis sur les plateformes de podcast, vous avez un plus 30, plus 15. Donc de toute façon, vous allez la passer, la pub, en général. Tandis que quand c'est le podcasteur, la podcasteuse qui parle, c'est différent. Parce que vous avez une intimité qui s'est créée avec la personne. Donc vous allez écouter le message, en général. Et puis vous êtes le seul annonceur, donc c'est ça qui est pas mal aussi. En gros, le CPM pour les podcasts, il est à 80. Nous, on essaye de le vendre à 85 € du CPM, mais parce que nous, on prend que 20%, donc en fait, on essaie de redistribuer un maximum aux podcasteurs en réalité, ou à la podcasteuse. Il y a d'autres personnes qui le vendent moins cher, nous, on essaie de le mettre cher, parce que c'est hyper qualitatif, en fait, tout simplement. Et que ça marche, en fait, ça marche 4 fois plus que n'importe quel support digital, ouais. 85 du 1000. Donc typiquement, si tu fais 100 000 écoutes, tu peux gagner 8 500 €, c'est ça, je ne me trompe pas trop, par mois. Donc moi j'en fais 150. En gros, moi je pourrais gagner 12 000 balles avec mon podcast tous les mois. Bon, en l'occurrence, je ne monétise pas, mais si je le faisais, c'est en gros ce que je pourrais faire sans travailler plus. C'est ça qui est magique en fait. Donc vous imaginez Pauline, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait 250 000, 220 000, c'est juste plus en fait. Ou Change ma vie qui fait 450 000. C'est plus. Voilà. Et ça représente quand même pas mal d'argent. Maintenant, il ne faut pas faire un podcast pour gagner de l'argent, évidemment, c'est comme pour les blogs, parce que majoritairement, vous allez être déçus si vous faites un podcast pour l'argent. Ce n'est pas la bonne technique. Donc là, je vous ai mis une pub. Alors, je vais vous les passer parce qu'en fait, ça sert parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, vous en avez une en ce moment sur mon podcast, donc vous pourrez l'entendre si vous voulez. Ça, c'était un autre exemple. Et voilà. Donc, juste pour se souvenir... Je ne vais même pas les exemples de pub, comme ça vous évite d'écouter de la pub en plus, c'est bien. Donc les trucs dont il faut se souvenir, qu'est-ce que j'ai écrit ? C'est que les podcasts, c'est là pour rester, ça ne va pas s'en aller demain. Je pense que c'est une tendance de fond, vraiment. Après, est-ce que ça va être sur telle plateforme ? Ça, je ne sais pas vous dire. Ça, c'est les petites vaguelettes dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième truc, c'est que, évidemment, ce n'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que ça ne va pas créer du contenu incroyable parce que c'est sur un podcast. Si vous faites du contenu pourri, ça va aussi être pourri sur un podcast, il n'y a pas de secret. C'est important de le comprendre quand même. Le troisième truc, c'est que vous avez besoin de la bonne stratégie pour faire un podcast qui fonctionne. Encore une fois, si Casper avait fait un podcast sur les matelas, je pense que ça n'aurait pas marché. Donc c'est important. Et après, c'est simplement, ça va vous permettre de libérer le potentiel de la voix, parce que la voix, en fait, encore une fois, c'est énormément d'intimité, c'est très puissant. En fait, on ne se rend pas compte à quel point la voix a quelque chose. C'est vrai qu'on a été tellement sur la vidéo que du coup, on ne se rend plus très bien compte. Mais la voix, c'est extrêmement puissant. Si vous écoutez du son binaural ou si vous écoutez des sons un peu plus raffinés, on va dire, que juste enregistrés dans un micro, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est incroyable. Et ça, c'est important de le noter. Et voilà, merci. Et on va faire des questions. Oui, question. On a 8 minutes, ça va. On est bien. Vous avez dit tout à l'heure, Google référence aujourd'hui les podcasts. Est-ce qu'il référence ce qui est dit dans le podcast ou la description du podcast ? Non, alors moi je pense que non, c'est une bonne raison, c'est une bonne question, pardon. Aujourd'hui, il référence les podcasts.
avec le descriptif du podcast, bien sûr. Par contre, moi, je crois de manière... Enfin, peut-être ça s'est pas fait sur la vidéo, donc en même temps, ça se discute. Hein, mais je pense qu'il va y avoir un transcript, parce qu'en fait, maintenant, les transcripts fonctionnent hyper bien. Donc je pense que très rapidement, les transcripts vont apparaître et que du coup, ça va référencer tout ce qui est dit dans le podcast. Mais en français, c'est pas terrible. En anglais, ça marche très bien, mais en français, c'est vrai que c'est pas encore au point. Mais en anglais, même avec mais en anglais, même avec un accent, ça marche. Vas-y. On oppose souvent vidéo et podcast. Oui. Est-ce que, pourtant, on voit que la radio filmée a apporté, parfois en tout cas, à la radio en tant que telle. Est-ce que c'est vraiment une opposition ou est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est pas deux moyens? Autrement dit, est-ce que les narrations doivent être forcément différentes ou pas? Alors, moi, je suis jamais trop dans l'opposition. Hein, donc, mais pour moi, il n'y a pas un média qui va remplacer un autre. Il n'y a jamais eu un média qui avait remplacé un autre média. C'est juste que, à mon sens, dans plein de cas, alors déjà, si tu as une vision écologique, tu vas te dire que la vidéo, dans plein de cas, ça sert à rien. Et ça, pour moi, c'est important. Bon, ça, c'est un truc. Le deuxième truc, c'est que je pense que la vidéo te met mal à l'aise. Donc, en fait, tu vas être beaucoup moins naturel que quand tu n'es pas filmé. Je pense que typiquement dans les radios, je pense qu'en fait c'est pénible pour eux, pour les animateurs, animatrices de radio. Et après, oui, ça peut amener de la valeur la vidéo, mais encore faut-il. Moi, je pense qu'il faut. Ma vision, c'est juste utiliser la vidéo, oui, quand ça a une utilité. Par exemple, quand tu regardes des TED, je pense que c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait la vidéo t'embrouille parce que tu vas mettre de l'importance sur comment elle est habillée, comment elle marche ou comment il marche. En fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que la personne raconte. Et donc, typiquement, je pense qu'en l'occurrence, ça prend de l'attention qui est... Bon, pas de question, merci. Ça prend de l'attention qui est pas nécessaire. Tu vas vaut mieux être concentré dans ce cas-là sur ce que la personne raconte. Mais je n'opposerai pas. Une autre question. Oui. Attendez que le micro arrive. Est-ce que tu opposerais les productions radiophoniques traditionnelles, vu que tu avais parlé d'Arte et compagnie, à l'industrie du podcast en général, ou alors c'est complémentaire? Encore une fois, donc je suis pas trop dans l'opposition. Non, mais j'oppose un petit peu le replay avec le podcast natif. Parce que le replay, c'est juste... pour les radios, c'est une poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'en fait, majoritairement, les gens écoutent, à part l'émission du matin, j'imagine, les gens écoutent principalement en replay maintenant, les émissions radio. Donc pour eux, c'est extrêmement important. Mais pour moi, c'est pas vraiment des podcasts, c'est vraiment du replay de radio. Et par contre, je n'oppose pas du tout avec ce que fait Arte, qui sont des podcasts natifs, en l'occurrence. Oui. Non, Arte, il faut que ça, que des podcasts natifs. Qui sont des produits, donc, générés pour les podcasts. Elle arrive. Ouais, moi j'entends. Hein. La fréquence. De publication. J'ai une question sur justement la fréquence d'un podcast. Alors c'est vrai que je pense que ça dépend exactement du contenu qu'on fait et comment on le fait, mais il faut avoir une régularité. Hein, c'est comme tous les médias. Oui. Par exemple, si on prend le cas d'un entretien en ambiance interview du one-to-one, ça serait à peu près quelle régularité? En fait, il n'y a pas vraiment de règles sur le sujet. Néanmoins, je pense que moi, j'aurais tendance à dire que tous les 15 jours, c'est bien. 15 jours, 2 fois bimensuel, pardon. C'est bien, parce qu'en fait, si tu le fais moins, je pense qu'il y a une habitude qui ne se crée pas chez les personnes qui écoutent. Et donc, tu perds. En fait, tu es obligé de réinventer la poudre à chaque fois. Donc, c'est assez compliqué. Hebdomadaire, c'est possible, mais ça prend énormément de temps. Mais après, tu vois, typiquement, Mathieu, Stéphanie et Pauline, donc ils font globalement les mêmes podcasts, Génération sur Self et Le Gratin. Ils sont passés à 2 podcasts par semaine. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ça double l'audience. Donc, tu peux gagner 2 fois plus d'argent. Ça, c'est l'avantage. C'est 2 fois les mêmes personnes, mais... Et la durée. Et justement, la durée, on en parlait avec monsieur juste avant. Un podcast, avant, on était sur un temps moyen d'1h30, en tout cas aux US. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1 heure. Moi, je pense que ça va réduire sur un temps de trajet d'une demi-heure. Moi, j'ai toujours fait une demi-heure, mais je pense que naturellement, ça va aller vers ça. Juste des éléments que j'ai pas donnés, c'est principalement féminin, les podcasts. Ça a toujours été, c'est toujours le cas. C'était le cas aux US, c'est aussi le cas en France. Moi, mon podcast, bien sûr, on n'a pas le sexe, mais par exemple, sur Instagram, je sais que j'ai 83% de femmes qui me suivent. Donc ça vous donne quand même une sorte de tendance. Alors j'ai beaucoup parlé de féminité, de féminisme, etc. Mais néanmoins, c'est quand même très féminin le podcast.
Et ouais, juste donc pour ta réponse, c'est en gros, ça dépend le type de podcast. Quand c'est de la fiction, du documentaire, encore une fois, ça va être plutôt 10 minutes. Quand c'est de la conversation, on va être plutôt entre une demi-heure et 1 heure. Mais jamais moins, parce qu'en fait, moi j'aurais tendance à pas faire un podcast de 3 minutes, parce que c'est pénible en fait que ça soit si court. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la même logique que dans les contenus vidéo où on se dit je suis en train de lui voler de l'attention. En fait, écouter un podcast de 3 minutes, c'est pénible, donc je vais préférer même pas l'écouter. Il y a un côté inverse dans le podcast pour ça. Moi, j'ai 2 questions. Ouais. Je tiens comme toi un podcast depuis 2 ans et demi. La spécificité, c'est que c'est un podcast vraiment local. Ça parle de choses, enfin de bars. En fait, avec 2 potes, on va découvrir des bars lyonnais. Okay. Une fois par mois. Voilà. Bon moyen de se voir. Moi, la première question, c'est donc sur l'avenir des podcasts locaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a un vrai marché ou pas ? Et la deuxième question, on se pose la question, alors on est sur Facebook, Insta, etc. Mais on se pose aussi la question de mettre sur YouTube, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, enfin tu vois, c'est un lecteur aussi pour écouter de la musique. Est-ce que ça vaut le coup, à ton avis, de le faire ou pas ? C'est sur quelle plateforme tu diffuses depuis quoi ? Nous, on utilise Encore, donc c'est une application qui fait multidiff et qui envoie sur Spotify et partout. Je vois très bien. Et racheté par Spotify d'ailleurs. Ouais, je vois très bien. Donc pour la première, en fait, je pense que il faut pas être que dans une logique d'audience. En fait, c'est sûr que quand tu fais un podcast local, tu auras moins d'audience que si tu fais un podcast national. Enfin, je veux dire, comme si tu prends Bliss, tu vois, qui fait un truc sur les femmes enceintes. Bon, ben, forcément, elle a plus d'audience que moi qui fais un truc sur l'évolution de la société. Je veux dire, c'est normal. Enfin, à un moment donné, tu peux pas comparer elle et Stratégie Magazine, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, ton bassin d'audience, ou si tu compares avec ton journal local, enfin, c'est juste évident que tu auras moins d'audience. Après, est-ce que c'est pas nécessaire ? Est-ce que c'est moins bien ? Non, pas du tout. Enfin, tu vois, ça a sa place pour moi. Naturellement, tu auras moins d'audience. Enfin, tu vois, le bassin d'audience est moins fort. Il va falloir attendre que le podcast s'installe beaucoup plus pour pouvoir avoir une audience. Voilà. Ensuite, YouTube. Écoute, moi, je diffuse sur YouTube parce que c'est automatique en réalité. Moi, ça marche pas du tout. Tu vois, je dois avoir 200 ou 300 personnes qui regardent les vidéos. Enfin, je sais pas, je regarde même pas en fait, pour être honnête. Mais par exemple, Clotilde de Change ma vie, elle a, je sais plus. Enfin, c'est des milliers de personnes qui sont abonnées. Donc bon, après, Clotilde, c'est plus gros que le mien, hein, clairement. Change ma vie, c'est sur le développement personnel. Donc c'est pareil, c'est plus sexy que l'évolution de la société. Mais elle a pas mal de gens qui suivent, même si en l'occurrence il n'y a pas de flux vidéo, hein, c'est juste une image fixe. Mais des gens qui écoutent sur YouTube et qui la trouvent en fait. Pour le référencement naturel, YouTube c'est pas mal, effectivement. Après il y a des questions d'écologie, mais voilà. Je reviens à mon sujet. Une autre question, c'est bientôt fini ? Non, on a fini ? C'est ça ? Il est l'heure ? Eh ben voilà, eh ben merci beaucoup.